Merci d'avoir choisi d'être avec nous dans cette émission en synergie des radios RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. C'est la 79e édition du Club de la Presse. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Le moment de faire l'examen sur l'état des lieux au Burundi. Le Burundi qui est le 159e pays dans le classement de l'ONG Reporters sans frontières. Une place qui situe le Burundi parmi les pays prédateurs de liberté de la presse. Le dernier pays dans la région d'Afrique de l'Est. Le Burundi donc a fait marche en arrière dans la défense de la liberté de la presse. Mais les discours officiels sont loin de reconnaître les abus du pouvoir. Les discours officiels qui rejettent toute responsabilité allant dans le sens d'entraver la liberté de la presse au Burundi. Comment donc expliquer les raisons à l'origine de cette 159e place sur 180 pays classés au niveau mondial? Pour en parler, on a convié sur ce plateau 3 journalistes. Honneur aux femmes, Madame Anne Niyuhire, vous êtes membre du conseil de direction de la Radio Inzamba Gateyakawe, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Nous sommes également avec Jean-Marie Vianney Tchouburundi, le président de la GBE, Association des journalistes burundais en exil. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Patrick. Nous sommes encore avec Émile Niwasumba, il est journaliste, reporter et producteur à la radio publique africaine. Bonjour Émile. Bonjour Patrick et merci de m'avoir invité. Merci à vous. Et je vais commencer par vous Émile. Le Burundi qui est le 159e pays au monde sur 180. Est-ce que sentez-vous cet espace limité, un espace qui est réduit dans l'exercice de votre travail de journaliste? Est-ce que vous sentez effectivement cet espace qui est rétréci? Moi personnellement, je suis pas limité. Je suis pas limité parce que vous voyez, ça fait déjà 4 ans que je suis ici et je me suis adapté. Je me suis adapté, je contacte mes sources, je fais des investigations. Mais je ne peux pas dire que je travaille normalement, mais je travaille normalement d'une certaine manière parce que je suis en exil. Je suis en exil, mais à part l'exil, tout le travail, ça se passe normalement d'une certaine manière, comme je mais pas comme avant. Non, pas comme avant, parce que nous ne sommes pas sur le territoire burundais. Et nous sommes en exil. Et on a été contraints de quitter le pays, mais je travaille normalement d'une certaine manière. Mais à propos de cette place-là, de la 159e place, sur le classement de RSF, non, c'est pas exagéré parce que la Reporters sans frontières tient compte également de la situation dans le pays. Et l'organisation explique d'ailleurs pourquoi le Burundi est 159e donc sur le classement. Parce que l'organisation explique qu'au Burundi, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de presse, même si, parce que le classement concerne l'année 2018. L'organisation dit qu'au Burundi, même si durant cette année, donc durant l'année 2018, il n'y a pas eu d'assassinat de journalistes, mais les journalistes sur le territoire ne sont pas libres. Donc, elle parle d'autocensure, elle parle de journalistes qui sont téléguidés. Donc, c'est ça, l'organisation considère tout ça et fait son classement. En général, les journalistes sont muselés. Oui. Effectivement. Jean-Marie Vianney, est-ce que vous sentez effectivement cette façon de museler la presse burundaise aujourd'hui? Quels sont les indicateurs, selon vous, d'une presse muselée aujourd'hui au Burundi? Non, c'est facile. Bon, les indicateurs d'une presse muselée au Burundi maintenant se retrouvent effectivement dans le quotidien des journalistes. Mais un journaliste qui n'est pas libre de choisir un sujet, un journaliste qui n'est pas libre de chercher de l'information et de la diffuser en toute liberté,
Tout ça, quand même, ce sont des actes qui montrent bien qu'au Burundi, mais il n'y a pas de liberté de la presse. Oui. Quand on parle d'autocensure aujourd'hui des journalistes, est-ce que c'est la faute au pouvoir ou c'est la faute aux journalistes eux-mêmes? Les deux à la fois. Mais parce que maintenant, si vous observez bien ce qui se passe chez nous, au Burundi, dans notre pays, et même si nous sommes en exil, quand même, nous restons des Burundais. Si on observe très bien ce qui se passe chez nous dans notre domaine, dans le domaine des médias, et on voit exactement que les journalistes ne sont pas libres, que les journalistes ils sont harcelés, ils sont menacés. C'est ça quand même qui fait que les journalistes ne peuvent pas travailler librement. Voilà. Émile Nibasumba a indiqué qu'il est quand même libre d'exercer son métier de journaliste. Est-ce que cette liberté qu'ont les journalistes en exil comble quelque part ce vide qui se trouve sur terrain, surtout au niveau des journalistes qui travaillent au Burundi? Tout à fait, parce que avec cette liberté que les journalistes qui sont en exil possèdent, ça permet quand même aux gens d'être informés, d'avoir une information crédible. Sinon, autrement, si ce n'était pas le travail des journalistes en exil, le Burundi devait être à la 180e position. Les trois pays. Les trois pays. En tout cas, les journalistes qui sont en exil font un travail qui est remarquable. Voilà. Ils essaient vraiment de travailler, ils sont dévoués, ils sont déterminés à continuer à informer les citoyens burundais sur tout ce qui se passe sur le territoire burundais. Effectivement, Anna Niwire, on dirait plutôt que dans le domaine de la presse, aujourd'hui, le Burundi occupe une place qui est relativement mieux qu'ailleurs dans d'autres secteurs, où le Burundi occupe les dernières places plutôt, selon les indicateurs du développement. Le Burundi vient parmi les 3 pays les plus pauvres au monde. Mais au niveau de la presse, il y a une vingtaine de pays derrière. Est-ce qu'au niveau de la liberté de la presse, ça va encore, selon vous? Bon, on ne dirait pas quand même que ça va, parce que même si on n'est pas le dernier pays, même si il y a 21 pays qui sont derrière nous, ça ne va pas expliquer que quand même nous, ça va mieux parce qu'il y a d'autres qui sont derrière. Et je dirais plutôt que pourquoi on n'est pas parmi les premiers? Pourquoi on n'est pas parmi les 5 premiers ou les 10 premiers? Mais on reste toujours quand même derrière, même s'il y a d'autres qui sont derrière nous. On est dans la ligne rouge, je me dis. Parce que, comme vient de le dire Hicho Burundi, parmi les indicateurs, cette façon dont le gouvernement, comment dire, fait la chasse aux journalistes tellement qu'ils quittent leur pays, ça c'est un indicateur très marquant qui montre que vraiment la liberté de la presse au Burundi n'est pas au bon fixe, je me dis. Et cette façon aussi que les journalistes ne sont pas à l'aise de parler, de traiter n'importe quel sujet. Cette façon que ce sont les journalistes en exil qui parlent le plus, qui ont la liberté d'expression, c'est ça plutôt peut-être qui fait avancer notre pays, qui fait que derrière nous, il y a une vingtaine de pays. Mais là aussi, je reviens à dire, même si on a la liberté d'expression en exil, l'exil n'est pas notre pays. On ne devrait pas travailler en exil. Bon, je dirais, OK, il faut prendre chaque situation qui arrive comme une opportunité. C'est vrai, on s'exprime, ceux qui sont au Burundi ne sont pas à l'aise de le faire, mais est-ce qu'on peut considérer qu'on nous sommes des envoyés spéciaux? Qu'on nous a envoyés juste des éternels envoyés spéciaux. Oui, des éternels envoyés. Il faut le voir comme une opportunité. Parce qu'un envoyé spécial, il y a une nouvelle qui est attendue dans le pays. On dit, ah, on a envoyé tel. Donc, on a envoyé les journalistes burundais pour parler ce qui ne va pas. Nous sommes des envoyés spéciaux, mais ce n'est pas notre place. On devait être au Burundi. C'est une situation qui date de 2015. À l'époque, vous étiez directrice de la radio Isanganiro. Oui. Est-ce que, comment étaient les relations entre pouvoir public, médias? Est-ce qu'il y a eu cette tension qui annonçait un avenir incertain pour les médias burundais?
Si, il y avait une tension, mais aussi le climat n'était pas bon entre les autorités et les journalistes. On le voyait, on était à chaque fois convoqués chez le ministre de la Communication pour dire pourquoi on couvre les manifestations, pourquoi on doit le faire en direct, pourquoi à chaque moment il y a des chansons, des chanteurs engagés. Il ne faut pas faire passer ces chansons. Alors ils oublient et ils ignorent que même avant le début des manifestations, ces chansons existaient dans les médias. Les médias jouaient ces chansons. Mais comme il y avait une période de crise, ils disaient non, il faut laisser tomber certaines chansons, il ne faut pas couvrir les manifestations en direct parce que ça va affecter d'autres provinces, ils vont commencer à manifester. Vous l'avez vu vous-même, il y a eu des manifestations. À Mngaro, certaines provinces aussi ont fait des manifestations. À certains endroits de la capitale aussi qui étaient calmes. Après, ils ont vu quand même, ils ont fait un mouvement de soulèvement parce qu'ils étaient informés. Et ce qu'on informait, c'était réel, c'était vrai. Et ils voulaient qu'on se taise. Et on a dit... La dernière question, dans le même sens d'idée, Anne, est-ce que la date du 14 mai, c'est avec la couverture, effectivement, du putsch, du coup d'État manqué, c'est là où les médias, c'est là où on a mis les feux aux poudres. Est-ce qu'il ne fallait pas couvrir cet événement, selon vous? Pourquoi ne pas le couvrir? C'est un événement qui est là. Et les médias doivent marcher avec l'actualité. Toi-même, tu en sais quelque chose. Tu étais rédacteur en chef de la radio, Isanganilo. Mais pourquoi ne pas le couvrir? Pourquoi ne pas... parce que c'est un putsch qui était là. On ne savait pas que ça allait échouer. Mais quand on dit qu'il y a un putsch, il y a un discours, aucun média du monde entier ne peut pas rater cet événement. Oui, effectivement. Jean-Marie Vianney-Tchouroundi, quand le pouvoir public, quand le gouvernement accuse aujourd'hui les journalistes ou certains médias, effectivement, d'être à l'origine du mal que connaît la presse burundaise aujourd'hui. On parlait tantôt de la couverture du coup d'État manqué du 13 mai. Est-ce que aujourd'hui, trouvez-vous quand même des raisons valables aujourd'hui de la part du gouvernement d'accuser, de jeter plutôt la balle du côté des journalistes? Et je dois te dire, Patrick, que le climat malsain entre les pouvoirs publics et les médias, ça ne date pas de 2015 avec les manifestations. Oui, en effet. Le climat était très difficile, très tendu bien avant. Je me rappelle avec l'emprisonnement arbitraire du directeur de la RPA, Bob Rugurika. Les journalistes se sont levés comme un seul homme pour dire non. Et puis le gouvernement avait eu peur parce qu'il y avait aussi la société civile. Ce n'est même pas les journalistes seulement, il y avait aussi la société civile, la population, qui se sont ralliés aux journalistes et pour contester quand même cet emprisonnement. Ça fait peur au gouvernement. Et juste avec les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, mais ça a été peut-être un prétexte pour museler alors la presse. Parce que vous vous rappelez que le premier jour même des manifestations, les lignes sur les réseaux, c'était coupé, les réseaux sur l'intérieur du pays, c'était coupé. C'était en fait le climat malsain avait dégénéré vraiment à cette époque-là. En fait, vous parlez quand même des relations qui n'étaient pas bonnes depuis longtemps. Qu'en est-il aujourd'hui, les relations entre pouvoir public et médias, selon vous? Qu'en est-il? Bien que vous n'êtes pas au pays. Moi, je dirais que au niveau du gouvernement, le gouvernement maintenant a pris une autre position. Maintenant, ils ont inventé d'autres manœuvres pour diaboliser les médias. Est-ce qu'il y a cette relation aujourd'hui où il y a purement et simplement cassure entre relations pouvoir public et médias? On ne peut pas parler de rupture parce que... il y en a qui sont au Burundi quand même. Oui, qui continuent à travailler. Il y a ceux qui sont en exil quand même, ils continuent à travailler. Ils font leur job, leur métier d'informer les citoyens. Et puis, c'est vrai que quand même, lorsque les relations entre les pouvoirs publics et les médias ne sont pas bonnes, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas au niveau de nos prestations. Mais de toutes les façons, les médias
quelles que soient les relations qui existent entre les médias et le pouvoir public, les journalistes qui sont en exil continuent quand même à vaquer à leur occupation. Effectivement. Une question, Anne. Est-ce que le fait de supprimer, plutôt de fermer la radio BBC et la Voix d'Amérique, est-ce que ça veut dire quelque part que les relations entre pouvoir public et médias ne se limitent pas au niveau des médias burundais? Il y a aussi cette haine, cette façon de réprimer la presse, d'une façon générale. La mauvaise relation qu'ont les autorités burundaises envers les médias, c'est pas pour les médias nationaux seulement, c'est pour tous les médias qui ont accès à la population. Ils ne veulent pas que le bas peuple ou la population ou les citoyens ordinaires ou même les intellectuels entendent ce qui se fait au Burundi. Sinon, ils n'allaient pas fermer BBC. Si c'est un conflit entre les radios nationales et les pouvoirs publics, ils n'allaient pas fermer la BBC, ils n'allaient pas fermer les autres stations VOA et autres. Mais s'ils les ont fermés, c'est parce qu'ils ne veulent pas que ce qui se dit au Burundi, ce qui se commet au Burundi, ne soit pas au grand jour, ne soit pas connu. C'est tout. Voilà. Vous parlez tantôt de la fermeture de ces deux radios. Émile Nibasumba, vous avez expliqué tantôt que la liberté de la presse rime avec la liberté d'expression. Est-ce que, avec les médias en exil aujourd'hui, est-ce que vous parvenez à accorder le micro d'une façon libre à la population qui s'exprime sur les ondes de radio, EPA, Nzamba, et puis est-ce que vous arrivez à combler effectivement cette vide imposée par le pouvoir de Bujumbura? Bon, je dirais que on ne parvient pas à combler le vide, mais notre contribution est très importante. Je pense que notre contribution est très importante. Vous parliez des relations entre les médias, peut-être les médias en exil et les dirigeants du pays, parce que parfois... Les relations sont carrément inexistantes. Non, mais aujourd'hui, il y a des dirigeants qui acceptent de parler, même à nos médias. Bon, ils ne sont pas nombreux, mais ils acceptent, quelques-uns, ils acceptent de parler. Sous couvert d'anonymat. Non, il y en a qui parlent ouvertement, très peu, qui répondent à nos questions, et nos questions qui sont des préoccupations de la population, bien sûr. Ça, c'est une avancée. Oui, donc même s'ils refusent de nous parler, ils organisent des conférences de presse pour répondre aux questions qui ont été posées il y a peut-être un mois ou il y a 2 semaines. Ils organisent des conférences de presse pour répondre. Bon, ils donnent peut-être des solutions, mais parfois ils ne donnent pas de bonnes solutions. Mais ils répondent quand même. Ça nous donne l'image comme quoi ils nous écoutent. Oui, ils écoutent nos médias. Parce que, bon, s'ils n'écoutaient pas nos médias, ça serait anormal. Parce qu'ils ne peuvent pas écouter seulement les médias qui sont dans le pays. Sinon, ils ne peuvent pas réagir sur des informations qui sont passées sur les ondes des radios en exil. Uniquement, qui n'ont pas été diffusées à l'intérieur du pays. Donc, c'est ça. Donc, ils doivent nous écouter pour connaître et pour être informés des problèmes de la population, et pour, en cas de besoin, donner des solutions. Bon. Ils ont intérêt. Donc... oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Au fait, c'est ça. Effectivement, nous sommes en train de parler de la liberté de la presse au Burundi. Nous sommes avec 3 invités, Jean-Marie Tchugurundi, Anani Uhire et Emile Nibasumba, les 3 invités au studio. Jean-Marie Vianney, vous êtes président des journalistes burundais en exil. À quel degré aujourd'hui êtes-vous satisfait du travail de ces journalistes en exil aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait du travail, malgré les conditions dans lesquelles ils exercent? Extrêmement satisfait. Le travail qui est fait par des journalistes qui sont en exil est vraiment... ça nous montre que, vraiment, avec ce qu'ils font, le Burundi, demain ou après-demain, le Burundi peut retrouver des situations, des meilleurs moments. Parce que les journalistes qui sont en exil, ils sont vraiment très engagés, très dévoués. Hein.
Si je dis qu'ils sont très engagés, je ne sais pas dire qu'ils sont très engagés politiquement. Ils sont engagés pour défendre des valeurs. Ils sont engagés pour défendre quand même la nation. Il y a quand même certaines valeurs comme la démocratie, l'état de droit, le respect des libertés, le respect des droits. Les journalistes qui sont en exil quand même font un effort considérable pour défendre ces valeurs. Effectivement, c'est positif. Ces efforts des journalistes engagés, qui sont en exil, effectivement, pour défendre les valeurs de la démocratie, se heurtent, bien évidemment, au contexte politique du pays, se heurtent à la répression du pouvoir de Bujumbura. Est-ce que, quelque part, ils ne sont pas limités dans leur travail? Ceux qui sont en exil ne sont pas limités. Bon, ils sont libres, ils travaillent en toute indépendance. Et le problème se trouve pour nos collègues qui sont au pays et qui sont parfois obligés de s'autocensurer, de ne pas diffuser une information, alors que peut-être même il n'y a même pas une intervention d'une autorité. Lui-même, un journaliste qui est au pays, compte tenu du contexte politique et sécuritaire du pays, il a même peur de traiter certaines informations. Certaines informations sensibles. Effectivement, c'est pour une bonne cause si, quand on connaît ce qui est arrivé à notre confrère Jean Bigirimana, quelque part, Anne, c'est normal que les journalistes s'autocensurent. Bon, ceux qui sont au Burundi, oui, c'est normal parce que on est journaliste, mais on a la vie aussi. Et on a nos familles, on a des responsabilités sociales. Ce qui veut dire que d'un autre côté, quand tu exerces ton métier dans un gouvernement qui, si tu dis ça, ils vont te considérer comme l'ennemi de la nation. Et demain, on va te retrouver encore dans la rivière ou jeté quelque part dans une province qui n'est pas ta province. Ou même porté disparu. Ou même porté disparu. On doit avoir la peur, on doit avoir la crainte, on doit parler hors micro. Si tu veux dire la vérité aujourd'hui au Burundi, on parle hors micro. Mais étant au micro, on dit, OK, pourquoi traiter cette information qui peut me causer des ennuis? Et ils s'autocensurent comme ça. C'est pas normal, mais quand même, on les comprend. On les comprend parce que avant de... Tu dois exister pour être journaliste. Un jour, ça va changer. Et ces journalistes qui sont muselés, qui n'osent pas dénoncer ou dire certaines choses qui ne vont pas très bien, un jour, ils auront la liberté de parler. Effectivement. Émile Nibasumba, si aujourd'hui, il y a cette façon de museler la presse, cette façon de limiter les libertés d'expression de la population, est-ce que quelque part, ça ne limite pas le travail des journalistes aujourd'hui quand on écoute les journaux des radios Nzamba, des radios RPA? On sent quelque part qu'on essaie de changer, de modifier la qualité sonore des intervenants. C'est un signe quand même qu'il y a un problème quelque part dans la liberté d'expression. Oui, le problème est là, mais l'information passe. Parce qu'aujourd'hui, si je parle de cette modification des voix, des sources, ça c'est normal parce que si un habitant de Bujumbura ou quelqu'un qui habite à Kirundo ou à Ngozi donne l'information à un journaliste exilé, c'est une infraction. Et ça peut même lui coûter la vie. Parce que le gouvernement du Burundi nous considère comme des ennemis du pays. Et c'est même... oui, mais c'est même marqué donc, sur le rapport de Reporters sans frontières, de Reporters sans frontières, plutôt. Donc, c'est normal de modifier les voix des intervenants qui sont sur le territoire burundais pour les protéger. Et ça donne aussi confiance parce que demain, il va encore une fois vous donner une autre information. Parce que vous avez protégé la source. Voilà, et puis nous continuons à travailler. Et donc, c'est normal. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il est difficile, il est même très compliqué, voire même impossible de stopper la diffusion de l'information. Parce qu'aujourd'hui,
il y a plusieurs canaux de diffusion. Il y a des réseaux sociaux, il y a des sites web qui sont reconnus, il y en a qui ne sont reconnus par aucun gouvernement, mais l'information passe parce que tu cherches donc tous les moyens pour que ton information passe, n'importe comment, sur WhatsApp ou n'importe où. Donc, je considérerais donc l'information comme... bon, il y a des colocases qu'on prenait donc, quand on était encore petit, et des colocases, bon, burundaises, on disait que traditionnelles, voilà. Donc on pressait d'un côté et puis ça sortait de l'autre côté. Donc c'est l'information, tu misais de ce côté-ci et puis ça sort de l'autre côté. Donc il y a toujours des fuites. Donc tu ne peux pas maîtriser l'information. Donc ça doit passer et par n'importe quel moyen. Exactement. Ça s'est mis vers la fin de cette émission. Anne Niwihire. Jean-Marie Vianney le disait tantôt, une bonne partie des journalistes en exil sont engagés pour défendre les valeurs de la démocratie. Avec cette restriction des libertés publiques au Burundi, est-ce que croyez-vous qu'ils vont mener ce combat à bout? Je ne dirais pas seulement engagés, mais aussi très compétents, très formés, parce que c'était des gens qui avaient des connaissances, qui étaient formés, qui étaient vraiment forts dans le métier. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout et vraiment remporter ce combat? Je dis oui, bien sûr, parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se fait est connu. On diffuse les rapports des organismes de la société civile ou des organismes internationaux sur ce qui se fait au Burundi. Et ce sont ces rapports qui servent dans des commissions de droits de l'homme, dans les conseils de sécurité. Et de ce fait, toutes les exécutions ou extrajudiciaires, tous les viols qui sont commis au Burundi et toutes les personnes qui ont été portées disparues sont connues parce qu'ils sont dans ces rapports. Et là, le Burundi reste sur l'agenda des pays qui violent la liberté qui violent la liberté d'expression, qui violent ou qui musellent vraiment le droit de l'homme. Et de ce fait, le Burundi ne veut pas s'en sortir. Vous venez de voir ce qui s'est passé au Sud-Soudan. Vous avez vu d'autres pays africains où il y avait des dictateurs, mais un jour, ça finit par éclater au grand jour et le règne de ces dictateurs finit par tomber. Oui. Je me dis, au Burundi aussi, ça sera la même chose. Un mot d'espoir, Jean-Marie Vianney. Est-ce que vous espérez effectivement que les journalistes engagés, comme vous le disiez tantôt, et qui sont en exil, pourront arriver à mener ce combat jusqu'au bout? Et moi, j'ai de l'espoir. Mais tu sais, Patrick, pourquoi est-ce que le gouvernement burundais restreint l'espace de la liberté de la presse? Tu sais pourquoi? C'est parce que les autorités burundaises ne veulent pas que l'opinion nationale et internationale sache exactement les crimes contre l'humanité qui sont commis au Burundi. Ils veulent que ces crimes se passent en toute impunité. Mais avec le travail des médias actuellement, on voit quand même qu'il y a des vies qui sont sauvées. Hein? Lorsque la radio Inzamba ou le programme Umura de la radio RPA ou la Télé-Renaissance diffuse une information sur un crime ou sur une arrestation arbitraire qui venait d'être commise sur une personne, et que cette information est diffusée, le gouvernement, là, ils ont peur. Ils disent, ah, mais finalement, les médias sont au courant de ce crime, de cette habitation arbitraire. Et des fois, parce que les radios qui sont en exil ont diffusé cette information, des fois, ces gens sont relâchés. Est-ce que ça impacte sur le comportement positif, très positif. Et c'est pourquoi j'encourage les journalistes qui sont en exil de continuer ce combat. Et je suis sûr, la victoire est certaine. Merci beaucoup, Jean-Marie Vianney. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des journalistes burundais en exil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir invité. Et merci aussi de votre contribution. Merci à vous aussi, Anne Niwihire. Je rappelle que vous êtes de la direction de la radio Inzamba Gateka. Merci de votre éclairage. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, Emile Nivasumba, reporter, producteur à la radio RPA. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous fixe
à notre rendez-vous du Club de la Presse vendredi prochain. Au revoir et à la prochaine.